Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre. 1 heure de décryptage de l'actualité. 1 heure en compagnie de l'excellent Jean-Marie Bordry, l'homme des bons réveils sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour Stéphane Simon. Victor Lefebvre également est avec nous, journaliste, enquêteur. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane Simon. Alors dans la deuxième partie de l'émission, on va revenir sur l'affaire dite des hommes de la rue du Bac. Souvenez-vous, au début du mois, le journal Libération révélait qu'une certaine Inès Chatin, aujourd'hui âgée de 50 ans, aurait été abusée de ses 4 à 13 ans par les amis et le réseau de son beau-père, un réseau qui mélangeait patrons de presse, avocats, intellectuels de Saint-Germain. Où en est-on? Cette nouvelle affaire de pédocriminalité serait-elle aussi vite oubliée qu'elle a été révélée? Nous en parlerons tout à l'heure avec Karl Zéro, directeur du magazine L'Envers des Affaires. Mais tout de suite, nous accueillons maître Karine Schex. Bonjour maître, vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes également et surtout l'avocate de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty. Et vous venez nous annoncer qu'une plainte est désormais constituée, va bientôt être déposée contre l'État pour des manquements et des défauts. L'État aurait failli dans l'obligation de protection de l'un de ses agents, en l'occurrence le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, assassiné, je le rappelle, le 16 octobre 2020. Nous allons y revenir. Mais la première des évidences est que l'État, en l'occurrence ses plus hauts représentants, ont manqué à leur parole. Ils avaient promis, je m'en souviens, une réponse à la sœur de Samuel Paty, Michael, qui leur avait écrit, et la réponse de l'État a fait défaut. Absolument Stéphane Simon, et vous avez raison de le rappeler. Ils ont même osé déranger par téléphone Michael Paty à minuit passé, la veille de son émission avec Apolline de Malherbe, pour lui promettre qu'ils allaient lui répondre, et depuis rien, le silence absolu. Alors on peut imaginer que c'est un certain embarras, sans doute, à nier l'évidence des faits qui produit ce comportement, mais ce comportement insultant et indécent envers la sœur de Samuel Paty. Et on peut regretter et déplorer que le cynisme en politique, parce que pardon de le dire, mais il s'agit de cynisme, ne trouve pas une limite dans le respect d'autrui et celui de la parole donnée. Et on en vient au fond à se demander où les ministres ont-ils mis leur conscience, l'ont-ils mise en terre avec Samuel Paty. Je rappelle, Gabriel Attal, son directeur de cabinet, s'était engagé à répondre. Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation. Et là, silence radio, vraiment. Absolument. Bon. Maître Schex, quelle va donc être la prochaine étape? Ce déni nous amène donc, comme le gouvernement en était parfaitement prévenu, à déposer une requête devant le tribunal administratif de Paris. Et je précise que ce n'est pas une plainte, la plainte est réservée à la matière pénale. D'accord, soyons précis, vous avez raison de me redresser. C'est donc un recours de plainte contentieux devant le tribunal administratif pour que celui-ci condamne l'État pour ne pas avoir protégé ce professeur. Quelles sont les fautes de l'État dans ce drame? Je me tourne vers vous, Victor Lefebvre, parce que vous avez participé à l'écriture des derniers jours de Samuel Paty, paru chez Plomb. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'État dans le drame qui s'est joué le 16 octobre 2020? Alors il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Déjà, pendant 11 jours, donc en 2020, Samuel Paty a été menacé de mort à des dizaines, pour ne pas dire à des centaines de reprises, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Snapchat, par mail, jusqu'à sur la messagerie vocale du collège du Bois d'Aulne, donc son collège. Son identité a été rendue publique par Brahim Chnina, de même que l'adresse du collège de Conflans-Sainte-Honorine. Et le dimanche 11 octobre, soit 5 jours avant l'attentat, Samuel Paty adresse lui-même un courriel à l'ensemble de ses collègues dans lequel il se dit menacé, je cite, par des islamistes locaux. Et le rectorat est resté totalement impuissant et passif face à cet engrenage. Ni la principale du collège, ni le rectorat n'ont opposé de démenti public au mensonge de l'élève Zora Chnina, on change le nom. Ouais, on change le prénom. Le prénom, pardon. Qui est à l'origine en fait du mensonge, puisqu'elle a menti un cours dont elle était pourtant absente. Et donc jamais l'académie, l'administration n'a opposé de démenti, alors qu'il savait qu'elle n'était même pas présente ce jour-là. Samuel Paty, je termine par là, a été identifié et ciblé par son tueur, Abdullah Kanzorov, dès le mardi 13 octobre 2020, soit 3 jours avant l'attentat. Le compte Twitter du jeune Tchétchène, qui faisait ouvertement l'apologie du djihadisme et de l'État islamique, avait même été signalé à plusieurs reprises sur la plateforme gouvernementale Pharos. Pourtant, ni les renseignements territoriaux des Yvelines, ni la DGSI
ni le rectorat des Yvelines n'ont jugé utile de placer Samuel Paty sous protection policière ou de lui proposer un congé anticipé de quelques jours. L'enseignant n'a donc pas pu bénéficier d'une protection fonctionnelle, laquelle garantit une assistance juridique ou une mise en retrait provisoire à n'importe quel agent du service public. Oui, vous parlez de la mise en retrait, j'aimerais me tourner justement auprès de vous, maître Gex, parce que en fait, dans cette affaire de Samuel Paty, il aurait très bien pu simplement être recommandé par les policiers à l'enseignant de ne pas se rendre à son cours, de prendre quelques jours, de se mettre au vert, d'aller se réfugier dans sa famille ou chez des amis proches, peu importe. Ça aurait été simple comme un coup de fil, si j'ose dire. Bien sûr, et vous le montrez parfaitement, et votre livre, Stéphane Simon, le démontre parfaitement, que au-delà de la barbarie islamiste, ce sont aussi le mensonge, la peur et l'indifférence qui ont tué Samuel Paty. Et on constate dans ce drame 2 séries essentielles de fautes, et vous l'avez parfaitement résumé. Les premières consistent à ne pas avoir écouté ce cri d'alarme de Samuel Paty qu'il a lancé effectivement dès le week-end du 10 octobre par ce mail par lequel il dit précisément ceci. D'un point de vue juridique, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. En revanche, sachez que je suis menacé par des islamistes. Et qui s'est saisi de ce cri d'alarme ? Vous le dites très bien, personne. Alors que les mesures de protection à mettre en œuvre, elles étaient diverses. Ça pouvait être effectivement de lui suggérer de se mettre en retrait. Ça pouvait être bien sûr de lui adjoindre des agents de protection. Première série de fautes, et cette carence constitue un manquement fautif. Et deuxième série de fautes, qui est celle de la culture du silence et du pas de vague de l'éducation nationale face à l'offensive islamiste. L'éducation nationale a choisi, face à cette offensive, de négocier avec elle plutôt que de la combattre. Or, on sait très bien qu'on ne ressort jamais vainqueur d'une négociation avec le diable. Et oui, ils ont négocié parce que, ils ont effectivement jamais démenti publiquement le mensonge qui a produit cet engrenage fatal. 2, ils ont laissé rentrer un islamiste radical dans l'enceinte du collège par peur et dont on sait très bien son implication avec le terroriste. Et 3, par culture du pas de vague, ils ont osé demander à Samuel Paty de s'excuser, légitimant ainsi les attaques contre lui. Et alors qu'on sait très bien que son cours par lequel il a montré les caricatures ressources de l'éducation nationale, en ce faisant, il a aussi pris soin de montrer son profond respect des croyants, parce qu'il a proposé sa résolution personnelle au dilemme être Charlie ou ne pas être Charlie, en disant qu'il conseillait de s'abstenir de diffuser ces caricatures pour justement ne pas offenser les croyants. Et en invitant qui le souhaitait parmi ses élèves à fermer le regard ou à sortir 2 minutes dans le couloir, justement et précisément pour n'offenser personne. Au fond, oui, il est mort évidemment par la barbarie islamiste, par nos renoncements et par une sorte de dictature du ressenti qui nous fait penser à ces mots de Dostoïevski particulièrement criants à notre époque. On va arriver à un tel niveau de tolérance que même les personnes intelligentes seront interdites de réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. Terrible. Je voulais revenir sur un petit point qui est... Il y a un défaut de protection, vous l'avez bien relevé tous les deux, mais il y a quand même, dans cette affaire Samuel Paty, la police municipale qui va être mobilisée, mais alors c'est presque triste à raconter, parce que cette police municipale, qui est activée par le maire de Conflans-Sainte-Honorine, elle va passer simplement de façon aléatoire, je cite, devant le collège. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas la responsabilité d'assurer la sécurité à l'entrée et à la sortie. C'est pas des gardes du corps, oui. Voilà, ce ne sont pas des gardes du corps. Et d'autre part, ils ne sont même pas dépêchés pour sécuriser l'entrée et la sortie du collège, mais simplement pour faire des patrouilles aléatoires, Victor Lefebvre. Oui, c'était une patrouille aléatoire qui passait à Conflans-Sainte-Honorine. Et d'ailleurs, certains élèves qui ont aidé activement le terroriste à tromper justement la vigilance de ces policiers municipaux. Ils avaient
une cachette. Ils ont participé, ils ont été condamnés d'ailleurs récemment pour ces faits de peine de prison avec sursis. Mais effectivement, c'est un des points particulièrement saillants dans cette affaire. J'aimerais qu'on parle, on a parlé de l'éducation nationale, des responsabilités de l'État, mais les collègues de Samuel Paty, en particulier ceux qui l'ont lâché, voire qui ont participé à la curée d'une certaine manière, en lui reprochant d'avoir commis une provocation, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui ? Alors, dans ce dossier, il n'y a eu aucune sanction contre personne, et j'en profite pour dire qu'il y a même eu des décorations de remise et une légion d'honneur remise à la principale du collège. Et on peut tous s'interroger sur le sens de cette décoration. Est-ce qu'elle est le prix du silence ? Est-ce qu'elle est la récompense du pas de vague ? Avouez qu'il y a de quoi s'interroger et de quoi se questionner sur ce degré d'incohérence et d'hypocrisie du gouvernement qui rend des hommages à Samuel Paty et qui en même temps décore ceux qui ne l'ont ni soutenu ni protégé. Cela étant dit, la principale, à ma connaissance, et corrigez-moi si je me trompe, n'avait pas adressé de reproches à Samuel Paty lorsque cette affaire a éclaté, contrairement à certains de ses collègues profs. Il y en a eu quelques-uns qui lui ont reproché ce qu'il était censé avoir fait en cours, qu'il n'avait même pas fait d'ailleurs. Vous avez raison de le souligner, elle n'a pas directement adressé de reproches, néanmoins elle ne l'a pas soutenu non plus. Et elle lui a demandé de s'excuser quand même. Elle lui a demandé de s'excuser et elle n'a pas démenti le mensonge. Pardonnez-moi, en expliquant que des excuses, c'était bien de les formuler parce que ça évite de longues polémiques et puis ça coûte pas grand-chose les excuses, voilà. Et ses collègues, les autres profs ? Excuses qui ont légitimé les attaques. Et elle a aussi fait rentrer cet islamiste radical dans son collège. Donc on ne peut pas dire qu'elle ait rempli sa mission. Alors ça, et il ne s'agit pas de la blâmer, mais quand même de s'interroger sur le sens d'une décoration. Mais la question qui m'intéresse, c'est est-ce que ceux des collègues de Samuel Paty, donc là des profs pour le coup, certains profs qui lui ont adressé des reproches, ont regretté ce qu'il lui avait dit dans les derniers jours de sa vie ou pas ? C'est pas si évident. Non, ce n'est pas si évident. La plupart, d'ailleurs, de ces professeurs est parti faire la moitié, à peu près est parti. Certains, on a eu l'occasion d'en interroger certains regrettent, notamment un professeur, de ne pas l'avoir raccompagné en voiture ce jour-là. Il ne pouvait pas le faire, c'était pas un défaut de volonté, mais il y avait 2 professeurs qui le raccompagnaient en voiture pour éviter justement... Il y en a aussi qui l'avaient aidé, justement. C'est important de le rappeler. Et vous faites bien aussi de souligner cet aspect des choses, parce que les fautes vont jusque-là, c'est-à-dire que personne n'a donné une télécommande à Samuel Paty. Oui, un bip pour ouvrir le portail. Un bip pour qu'il rentre dans le portail avec sa voiture. Pour se défendre dans son sac à dos. Assassinat de Samuel Paty, le rôle de l'État en question, les services ont-ils failli ? On continue d'en parler tout de suite sur Sud Radio avec notre invité. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi matin pour décrypter l'actualité sur Sud Radio, toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry, de Victor Lefebvre, journaliste, enquêteur, et avec nous aussi Karine Schex, avocate au barreau de Paris. Nous parlons de rebondissement judiciaire, enfin de rebondissement auprès du tribunal administratif dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. L'État a-t-il failli durant les 11 jours qui précèdent le meurtre du professeur de collège, maître Schex? On a l'impression que l'État aurait pu faire protéger Samuel Paty et donc que le pire aurait pu être évité. Mais pour autant, est-ce que cela, quand on n'a pas fait ce qu'il fallait, est-ce que pour autant on est responsable ? Merci Stéphane Simon de votre question parce que c'est un point important. Et oui, il faut comprendre que l'État a une obligation pas seulement morale, mais juridique de protéger ses concitoyens et encore plus ses agents lorsqu'ils sont confrontés à un péril grave, connu et répété, et que des mesures de protection peuvent être mises en place. Et l'État est responsable de ses agents comme n'importe quelle entreprise est responsable de ses salariés. Même un étudiant de 2e année sait cela. Mais il semblerait en revanche que des représentants de l'État, eux, l'ignorent. Est-ce qu'on va réentendre cette petite musique que l'on avait entendue au moment de l'affaire du sang contaminé ? Souvenez-vous, c'était il y a une trentaine d'années déjà, mais on avait vu un certain nombre de personnes politiques s'en sortir en argumentant qu'un responsable n'est pas nécessairement un coupable. Oui, nous avons eu un silence radio, donc ils nous ont au moins épargné ce genre de phrases, et nous verrons lors du procès quels seront leurs écrits et quelles seront leurs attitudes.
et quelle sera, leur attitude. Est-ce que l'on a une idée des délais qui vont permettre l'instruction de cette affaire La procédure va durer un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Au tribunal administratif, donc pour la première instance. Après, nous verrons s'il y aura un appel. J'aimerais vous demander la raison pour laquelle c'est important que l'État reconnaisse sa responsabilité. On peut se dire, après tout, ce qui est fait est fait. Voilà, vous voyez, ce discours un peu débonnaire. C'était important pour 2 raisons. La première, parce que s'il est impossible de réparer l'irréparable, il était juste et simplement humain de poser un pardon sur les fautes et les erreurs commises. Et la deuxième, simplement pour envoyer un message positif à la communauté éducative et au-delà à la société tout entière. Un message symbolique de justice et de responsabilité. Et le combat de Mickaël Paty, c'est aussi une affaire de symbole. Car l'attentat contre Samuel Paty étant le symptôme de nos renoncements, reconnaître ses erreurs aurait permis de montrer que l'État tournait la page de ses renoncements et ouvrait celle du courage. Il a choisi une autre voie, celle de l'irresponsabilité. Mais est-ce bien cela, la justice que l'État souhaite, celle de l'immunité et de l'impunité? Avec Mickaël Paty, nous refusons cela et nous invitons les ministres à lire ou à relire Saint-Exupéry qui a écrit de très belles choses sur le concept de responsabilité. Il a notamment écrit dans Terre des hommes, « Être homme, c'est précisément être responsable ». Or, quand on perd ce principe essentiel de responsabilité, on perd son humanité. Et quand c'est l'État qui oublie ce principe de responsabilité qui est au cœur de notre état de droit, il sape les fondements même de notre contrat social. C'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'à travers cette affaire et votre combat, c'est un combat qui illustre assez bien ce sentiment que l'on a d'une façon plus générale d'impunité, d'irresponsabilité. On a l'impression qu'on est rentré vraiment dans cette ère où finalement, on attend la suite sans beaucoup se poser de questions sur ce qui s'est passé. Et c'est ce qui permet de dire aujourd'hui que finalement il n'y a pas eu un avant et un après Samuel Paty, mais qu'il y a toujours un pendant Samuel Paty et qu'on attend encore qu'on tire les leçons de ce terrible assassinat. Oui, hélas, tout ce drame en amont du refus de chacun de prendre pleinement la responsabilité de sa mission en protégeant un professeur qui est menacé de mort, jusqu'en aval au refus d'assumer ses erreurs et ses fautes, tout ce drame est le symptôme d'une société malade de perdre cette notion même de responsabilité, d'une société malade d'un individualisme et d'une société qui effectivement ne tire pas beaucoup de leçons de nos erreurs passées. Alors évidemment, on suivra cette actualité du tribunal administratif, mais Victor Lefebvre, j'aimerais me tourner vers vous parce qu'un autre procès, pour le coup, le procès au pénal, arrive en novembre prochain. C'est le procès des complices directs ou indirects de l'assassin de Samuel Paty, Abdullah Kanzorov. Détaillez-nous qui va se retrouver à la barre. Oui, puisque vous savez qu'il y avait eu 2 procès différents, celui des mineurs donc, qui ont déjà été jugés, et maintenant celui donc, des majeurs, des adultes. Donc il se tiendra du 12 novembre au 20 décembre prochain devant la cour d'assises spéciale de Paris. Et au premier rang se tiendront 2 amis du terroriste tchétchène Abdullah Kanzorov, qui a été donc tué par la police après les faits. Il s'agit d'Azim Epsirkhanov et Naïb Boudaoud, qui sont soupçonnés d'avoir eu une connaissance précise du projet terroriste d'Anzorov. Ils comparaîtront, eux, pour complicité d'assassinat terroriste, qui est l'infraction la plus lourde dans ce procès. Alors, on rappelle que leur rôle, c'est d'avoir accompagné Abdullah Kanzorov la veille. D'avoir acheté une arme, le couteau, en l'occurrence, la veille du crime à Rouen, dans une coutellerie. Et ils cherchaient, si mes souvenirs sont bons, ils cherchaient également une arme à feu qu'ils n'ont pas réussi à trouver. Raison pour laquelle donc Kanzorov s'est procuré un simple airsoft avec un pistolet à air comprimé. Un pistolet à air comprimé avec lequel il a tiré sur les policiers, raison pour laquelle il a été abattu.
dessus. Et un des deux, d'ailleurs, Naïm Boudaoud, a accompagné, ça s'est établi, Anzorov devant le collège du Bois d'Aulne juste avant les faits. Donc, oui, donc là, il lui logistique, porte l'aide et logistique. Ouais. Et ensuite, il y aura donc Brahim Shnina, et donc le père de Zora Shnina, et le militant islamiste pro-Hamas Abdelhakim Sefrioui, qui sont donc auteurs de vidéos sur les réseaux sociaux, qui avaient attisé la polémique, qui seront eux jugés donc pour association de malfaiteurs terroristes criminels, donc qui a un niveau légèrement en dessous de ceux des deux complices de Anzorov. Et enfin, Priscilla Mangel, une mère de famille nîmoise soupçonnée d'avoir servi d'informatrice à Anzorov via Twitter, sera elle aussi jugée pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Est-ce qu'il y a un risque que le père ou alors même le militant islamiste, M. Sefrioui, qui était revenu au collège, échappe à toute condamnation dans la mesure où il plaidera sans doute qu'il ne connaissait pas le terroriste et qu'il n'a rien à voir avec les faits qui ont été commis? Ça va être difficile, mais on peut demander à la juriste que vous êtes. C'était le sens de ma question. Alors, je ne suis pas l'avocate pour ce procès terreau, comme on les appelle. Oui, c'est Thibaut de Montbrial, maître Thibaut de Montbrial, qui sera notamment, aux côtés de Mickaël Paty. Et en tout cas, qui sera aux côtés de Mickaël Paty. Mais il est quand même fort peu probable que dans cette affaire-là, et avec ce qui est établi aujourd'hui, il puisse en ressortir indemne. Parce qu'il y avait des échanges d'ailleurs de messages entre les deux hommes, entre Brahim Shnina et Anzorov, dans les jours qui précèdent l'attentat. Ouais. Donc c'est bien deux procédures différentes, Maître Schex. D'un côté, on a au pénal, on va dire les responsables directs de l'assassinat ou de la complicité, et ceux qui ont mis finalement une cible sur la tête de Samuel Paty. Et de l'autre, au tribunal administratif, donc une autre procédure, c'est là qu'on devrait, en tout cas, savoir reconnaître éventuellement les manquements de l'administration. Exactement. Et reconnaître que, comme le disait Edmond Burke, le mal prospère sur l'inaction des gens de bien. Alors, je voudrais qu'on parle avec vous, Victor Lefebvre, du Conseil des sages. Vous vous souvenez, ça avait été créé, c'est une instance qui avait été créée en 2018, c'est plus exactement le Conseil des sages à la laïcité. Et cette instance est chargée, en principe, de traiter les nombreuses atteintes à la laïcité qui existent à l'intérieur des enceintes scolaires. Quel bilan pour ce Conseil des sages, presque 6 ans après? Est-ce que la situation s'est améliorée depuis l'assassinat de Samuel Paty? Alors il y a eu des polémiques justement par rapport à ce Conseil des sages. Rappelez-vous notamment de la nomination de l'universitaire sociologue Alain Policar. D'ailleurs, Mickaël Paty s'était ému publiquement de la nomination de Alain Policar, qui est tenant d'une laïcité peut-être plutôt à l'américaine, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, mais en tout cas pas une laïcité de combat telle que la défend notamment Jean-Michel Blanquer. Alors au niveau des atteintes à la laïcité, les derniers chiffres qu'on a, c'est pour janvier 2024, 280 atteintes à la laïcité pour ce mois-ci, sachant... Pour un mois? Pour un mois seulement, ça varie entre 300 et 600. Ça fait près de 10 par jour. Voilà, à peu près 10 par jour. Et il y a des pics notables, notamment en octobre dernier. C'était donc au moment de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty. Également de la minute de silence pour Dominique Bernard, qui a été assassiné aussi. L'autre enseignant à Arras, qui a été assassiné par aussi un islamiste d'origine ingouche, à côté de la Tchétchénie. Et donc là, on a connu un pic de 1800 atteintes à la laïcité ce mois-ci. Parfait. Merci beaucoup, Maître Schex. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Stéphane Simon. Dans un instant, restez avec nous. On va reparler de l'affaire dite des hommes de la rue du Bac avec Carl Zéro. Carl Zéro est là. Est-ce qu'il m'entend, Carl Zéro? Oui, il t'entend. Parfait. Bonjour, Carl. Affaire Stéphane. très singulière. À tout de suite avec vous sur Sud Radio pour en parler. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi matin sur Sud Radio pour regarder l'actualité à la loupe. Toujours en compagnie de Victor Lefebvre et Jean-Marie Bordry. Toujours Stéphane Simon. Et avec nous, Carl Zéro. Rebonjour, Carl. Bonjour Stéphane, comment va? Ça va. Alors, on reparle ensemble de l'affaire des hommes de la rue du Bac. Victor Lefebvre, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de cette affaire terrible que le quotidien Libération a révélée il y a quelques semaines, juste au début du mois de juin? Oui, c'est une affaire en 6 épisodes qui est racontée par Libération. Et donc la victime, c'est Inès Chatin, qui est aujourd'hui âgée de 50 ans. Et elle dénonce un important réseau pédocriminel dont elle aurait été victime avec d'autres enfants, dont son propre frère, adopté comme elle par la famille du médecin Jean-François Lemaire. Libération retrace donc cette affaire dans une série de 6 épisodes et le journal a réalisé plus de 60 heures d'entretien
entretien avec Inès Chatin, qui a compilé des dizaines de documents et même des aveux sonores de la part de son père adoptif quelques mois avant sa mort. Alors, Karl Zéro, vous êtes, je le rappelle, le directeur d'un magazine qui s'appelle L'Envers des Affaires, qui est, je dirais, qui revient régulièrement, et ce thème du numéro 12, c'est un trimestriel, nous permet aussi de voir d'autres affaires de pédocriminalité. Vous avez suivi cette affaire de la rue du Bac avec intérêt, j'imagine. Oui, en fait, cette affaire, je la connaissais depuis 2 ans, depuis que Marie Grimaud, qui est une des 2 avocates de Madame Chatin, m'avait raconté l'affaire en me disant on ne sait pas trop par quelle boule prendre, on croit à ce qu'elle dit, sauf qu'on s'attaque, entre guillemets, à du très lourd. Et on a vu que les noms cités dans Libération sont effectivement extrêmement lourds, puisqu'il s'agit du fondateur du Point, donc Monsieur Humbert, qu'il s'agit de Monsieur Jean-François Revel, qui était académicien, d'un avocat très célèbre qui s'appelle Gibault, qui est un peu le légataire universel de Céline, l'auteur. Donc, on n'est pas chez les rigolos. Je comprends qu'elle ait eu un peu de mal à écrire sa plainte avec Maître Constantino, avec qui elle travaille, pour l'envoyer devant le parquet et de voir si le parquet allait réagir. Et le parquet a réagi au bout d'1 mois, et du coup, ils ont décidé de confier ça à Libération, ce qui est une extraordinairement bonne idée, parce que jusqu'à présent, la presse, on va dire, mainstream, n'a jamais osé parler de réseau pédocriminel. Alors, tu me diras, là, il parle de la bande de la rue du Bac, pour ne pas dire réseau de la rue du Bac, mais il s'agit exactement de la même chose, puisque ce que décrit cette femme, c'est quand même des sortes de cérémonies, ils ont des capes et des masques, il y a des enfants et ils leur font des choses horribles, avec des objets contondants, enfin c'est aberrant. Mais ce qui est bien et ce que je salue, c'est que Libération ait osé franchir le pas. Et pour mon combat et notre travail depuis tant d'années de faire reconnaître l'existence des réseaux pédocriminels, c'est évidemment une avancée formidable qu'un média mainstream ose en parler. Ça veut dire que tout ce qu'on a pu dire depuis tant d'années sur tant d'affaires, finalement, n'était peut-être pas aussi complotiste et faux que ce qu'on a voulu nous dire. Y compris, bien sûr, la boîte noire de toutes ces affaires, qui est l'affaire Dutroux, et auquel on consacre la couverture du nouveau numéro de l'Envers des Affaires, avec l'interview de Marc Dutroux sur le thème étiez-vous un prédateur isolé, ou est-ce que vous agissiez pour le compte de commanditaires, de gens haut placés, un petit peu comme ce cénacle de la rue du Bac, en Belgique. Et la réponse est évidemment oui. Lui, d'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question. Comment avez-vous eu cette interview assez inédite et exclusive de Marc Dutroux? C'est pas évident de faire une interview de quelqu'un qui est en prison comme ça. On a le droit, non pas d'aller le rencontrer. En revanche, on peut lui écrire en lui posant des questions. Et il peut décider de répondre. Donc je suis passé par son avocat, à qui j'ai proposé une liste de questions, qu'il a transmis à Marc Dutroux, et Marc Dutroux a répondu une centaine de pages dans lesquelles il a fallu faire un certain tri, parce que c'est quand même un psychopathe, donc il envoie des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec les questions posées, mais malgré tout, il répond aux questions posées dans cette diatribe, dans cette logorée interminable où il envoie des PV annotés de sa main, des photos de lui. C'est assez étrange, mais c'est un personnage étrange. Après, c'est pas, si vous voulez, c'est évidemment une ordure. Il ne s'agit pas de blanchir Marc Dutroux, mais c'est quelqu'un qui trafiquait. Il trafiquait de tout, des camions, des voitures, des engins de chantier, et aussi des petites filles enfants, sur demande. Ça rapportait. On oublie souvent quand on parle de ces gens-là, de ces prédateurs, que ce sont des gens qui ont besoin de vivre, de croûter, et donc ils ont des petits métiers à côté. Et quand on a pour spécialité d'être un pédophile et de violer des enfants, si quelqu'un d'autre vous demande d'amener des enfants à tel ou tel endroit pour des cérémonies, on finit par accepter et on prend de l'argent au passage. Alors, revenons au cœur de cette affaire des hommes de la rue du Bac, Victor Lefebvre. Jusqu'à
jusqu'à quand les faits présumés se sont-ils étirés? Parce qu'on est frappé, au-delà de la personnalité assez exceptionnelle de ce réseau, des personnalités qui composaient ce réseau, du côté spectaculaire aussi des cérémonies qui étaient organisées, on est frappé par l'existence de ces ça abus sur plusieurs années, sur plusieurs années. Sur des dizaines d'années, effectivement. C'est dans les années 70-80, donc précisément c'est au 97 de la rue du Bac dans le 7e arrondissement. Et à mesure que les années passaient, d'ailleurs, Inès Chatin grandissait, les faits se sont produits entre ses 4 et 13 ans. Et plus tard, à l'adolescence, les jeux se sont arrêtés pour laisser place à des viols commis sur elle seule. En tout cas, c'est ce qu'elle dénonce, par Gabriel Matzneff, qui est lui toujours en vie, et Claude Imbert, qui est décédé il y a quelques années. Donc, vous l'avez dit, le fondateur du magazine Le Point. Et Jean-François Lemaire a même poussé, donc le père adoptif, Jean-François Lemaire, le père adoptif d'Inès Chatin, a poussé le vice jusqu'à inviter tous ces hommes aux noces de sa fille adoptive en 1997. Qu'est-ce que risquent les différents auteurs des faits si ces faits sont établis? Parce qu'évidemment, on est maintenant presque 30, un peu plus de 30 ans après. Ça va pas être simple d'établir des faits. Je rappelle que un certain nombre des protagonistes que vous citez, dont Claude Imbert, est décédé. Ils sont décédés, donc ça ne va pas être simple d'établir ces faits. Oui, d'ailleurs, les faits sont donc prescrits. Ils ont plus de 40 ans. Les accusés encore vivants ne sont donc pas sous le coup d'une condamnation. Inès Chatin, d'ailleurs, elle dit elle-même ne pas chercher la vengeance, mais la justice. Et elle avait donc sollicité de manière anonyme une audition auprès du parquet de Paris à l'automne 2023. Malgré la prescription, le parquet a ouvert une enquête préliminaire le 23 octobre dernier. Et d'ailleurs, le frère d'Inès Chatin, de 2 ans son aîné, et lui aussi adopté, fait partie des victimes présumées et a paraphé, même s'il n'a pas porté plainte lui-même, il a paraphé en tout cas le témoignage d'Inès Chatin. Est-ce que vous pensez, Karl Zéro, que cette affaire peut déboucher sur autre chose qu'une révélation scandaleuse et médiatique? Est-ce que judiciairement, ça peut aller quelque part, cette affaire, 30 ans après les faits? Plus de 30 ans, pardon. Judiciairement, vraisemblablement non, à moins que il décide enfin d'adopter la mesure qu'on réclame depuis tant d'années, qui est l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur enfants. C'est-à-dire que même Kakoshim, même grand vieillard, ces messieurs doivent payer et ils ne payent pas. C'est pas normal. Je veux dire, ça n'est pas juste simplement. Et je pense que ça, on y arrivera. Je pense pas que sur cette affaire-là, on y arrivera. Mais à terme, oui, cette imprescriptibilité sera votée un jour ou l'autre, parce que sinon, eh ben, c'est pas viable. Ça n'a pas de sens. On vous entend souvent dire qu'il est difficile d'arriver à faire payer les pédocriminels. C'est pas la seule affaire dans laquelle on vous entend dire ça, Karl. On a le sentiment que bien souvent, il y a une espèce de tour de passe-passe. On attrape quelqu'un, on se souvient par exemple du magistrat à Dijon qui vendait sa petite fille de 12 ans au plus offrant sur Internet. Et ce gars-là, en première instance, il prend 1 an avec sursis. Et en appel, finalement, il est totalement blanchi, même plus de 1 an avec sursis. On marche sur la tête. Je sais pas si Stéphane, tu as des enfants, mais j'imagine pas que tu les vendrais sur Internet. Non. Ben voilà. Et donc le mec s'est permis de faire ça et il est en liberté. Et ça, faut pas prendre les gens pour des imbéciles, quoi. Ils voient bien que ça existe, donc ils comprennent bien qu'au sein de la magistrature, il y a quelque chose qui va pas, que la parole de l'enfant n'est pas prise en compte depuis l'affaire Doutreau, puisque maintenant on considère qu'un enfant ment quand il commence à dire tiens, papa ou le voisin m'a violé, m'a montré son sexe, etc. On a un vrai problème en France. Et on a beau crier, on crie dans le désert depuis des années et des années. J'espère qu'il y aura un sursaut si il y a un nouveau gouvernement, qui soit d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême centre, de ce qu'ils veulent, mais qu'ils vont s'emparer de cette question-là, qui est une question essentielle pour l'avenir d'une société. C'est quoi une société où il est finalement toléré de violer des enfants? C'est quoi cette société? J'en veux pas, moi. Jean-Marie. Alors, sans me prononcer sur ces affaires qui sont citées, notamment parce que une bonne partie des protagonistes sont morts aujourd'hui, ils sont pas là pour se défendre. J'aimerais revenir aussi sur ce pays, la France, parce qu'on a le sentiment, vous citiez Gabriel Matzneff, dont le nom est évoqué dans l'affaire de la rue du Bac. Tout le monde se souvient de cette émission de télévision chez Bernard Pivot avec Denise Bombardier, québécoise, qui s'indignait de la complaisance avec laquelle on vantait les écrits pédocriminels, pour le coup, de Gabriel Matzneff. On a le sentiment que la France a été beaucoup plus tolérante
attirante, voire fascinée par ce qu'on appelait à l'époque la pédophilie, que d'autres pays. Comment ça s'explique et surtout quand est-ce que ça a changé ? Karl. En fait, on revient à Libération, qui d'une certaine façon a redoré son blason en publiant très récemment cette enquête sur les hommes de la rue du Bac. Parce que précédemment, Libération a joué, à partir des années 70, un jeu extrêmement dangereux. C'est l'héritage de 68, donc une libération sexuelle qui, dans la plupart des cas, était plutôt une bonne chose en réalité, parce qu'avant c'était un peu guindé du temps du général de Gaulle et de Georges Pompidou. Mais s'il fallait libérer les droits des homosexuels ou s'il fallait encourager un avortement qui soit remboursé et tout, il fallait pas non plus essayer de glisser au passage les enfants en disant mais finalement avoir des relations sexuelles avec les enfants c'est aussi de la libération et de la liberté sexuelle. Mais est-ce que ce discours, c'est ce qui s'est produit. Est-ce que ce discours et cette complaisance, coupable en l'occurrence, est une spécificité française ? Hélas, oui, c'est-à-dire il y avait une forme de, pour des raisons que je m'explique mal, mais il y avait une facilité, on va dire, dans certains milieux, dont ce milieu de la rue du Bac, et qui était pourtant pas un milieu spécialement à gauche. C'est plutôt des gens de droite quand même, Revel, c'est bourgeois, et Habert, et très bourgeois même. C'est vraiment l'élite. Mais les idées mises en avant par des Guy Hockenheim, des gens comme ça de Libération, ou l'autre, là, je sais plus son nom, celui qui amenait son petit copain qui avait 10 ans aux conférences de rédaction, et tout le monde savait que c'était son petit copain de 10 ans, et personne, ni Serge Julie, ni personne ne s'offusquait de voir autour de la table un gamin comme ça. Donc il y avait en France, à ce moment-là, une sorte de vent de libération, mais même quand on regarde dans un autre domaine, mais qui est pas si loin, ce qu'en disait Claude François à l'époque, qui disait « Ah, moi, je veux des minettes de moins de 15 ans, sinon elles sont trop vieilles pour moi, etc. » Il y avait un laisser-aller total. Il y avait par rapport à ça et je pense que le coup d'arrêt, il vient seulement maintenant en réalité. Il a mis très longtemps à arriver. Il a fallu effectivement que l'affaire Matzneff, au travers du fameux livre de Springora, le consentement. Voilà le consentement. Ensuite, la Familia Grande de Madame Springora. Voilà. Et de Camille Kouchner, pardon. Voilà, c'est ça. Pour que les gens commencent à comprendre, mais en même temps, on n'est pas arrivé à grand-chose, puisque Macron s'est emparé du truc, a dit, alors on vous croit, on vous écoute, et je lance la Civise. Donc ce comité-là contre l'inceste et les violences faites aux enfants. Et puis la Civise a travaillé, sans doute à la surprise de Macron, et a fait des propositions au nombre de 87. Et là, ils ont viré son patron, le juge Durand, et pour mettre à la place des factotums qui ont giclé au bout de 2 mois, puis ensuite un autre qui a giclé à son tour. Aujourd'hui, il n'y a plus de Civise, enfin, tout ça n'est pas sérieux du tout. Et il y a une attente qui est gigantesque de la part des victimes. Gigantesque. On va continuer à s'interroger sur ces affaires de pédocriminalité. Pourquoi est-ce qu'elles n'aboutissent pas? Pourquoi le réveil des consciences est si tardif? Avec Karl Zéro, notre invité, dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre sur Sud Radio, votre rendez-vous pour regarder l'actualité des faits de société à la loupe. Toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre et avec nous invité Karl Zéro, directeur du magazine trimestriel L'Envers des Affaires. Alors ensemble, nous parlons de cette affaire dite des hommes de la rue du Bac, une affaire suivie en particulier par le journal Libération, vous le rappeliez Victor Lefebvre, où l'on apprend qu'un cénacle de gens du milieu intellectuel parisien abusait d'une certaine Inès Chatin, une très jeune fille qui aurait été soumise aux caprices de ces messieurs dès l'âge de 4 ans jusqu'à 13 ans. Victor Lefebvre, dans ce feuilleton raconté par Libération, ces hommes organisaient des cérémonials très particuliers. Pouvez-vous nous en raconter les grandes lignes? Oui, Inès Chatin évoque notamment donc des jeux sexuels organisés donc par ce groupe d'hommes qui gravitent autour de son père
adoptif, donc Jean-François Lemaire, qui était l'organisateur principal de ces sévices sexuels. Lui-même est fasciné par les cercles de pouvoir et les sociétés secrètes. Et alors, ce qu'explique également Inès Chatin, c'est que lorsque ces jeux sexuels, ces sévices étaient pratiqués, l'ordre était donné de ne jamais exprimer sa douleur. Je cite Inès Chatin, elle dit « Si quiconque pleurait ou manifestait une résistance, c'est sur lui que les hommes se concentraient et insistaient. Les hommes avaient le visage masqué, portaient sur eux une sorte de cape ou de manteau, et les membres de ce groupuscule revendiquaient l'héritage d'une pseudo-pensée gréco-romaine pour justifier leurs pratiques pédocriminelles sadiques. Karl Zéro, dans les affaires que vous avez pu suivre avec votre trimestriel, est-ce que c'est fréquent l'organisation de ce type de cérémonie qui rappelle quand même un peu ce qu'on voit dans les sociétés secrètes? Oui, fréquent, non. Mais ça existe. Et quand on a commencé à décrire ce genre de cérémonie pédosataniste, alors là, on s'est heurté à un mur gigantesque, aussi bien de la part des médias que de la part de la police et de la justice, qui nous ont dit c'est des conneries, circuler, il n'y a rien à voir, c'est des fantasmes de journalistes, vous êtes gâteux. En réalité, maintenant, on se rend compte, au travers, par exemple, du film Les Survivantes de Barnerias, qui est sur les écrans, enfin dans les salles qui ont eu le courage de bien vouloir le projeter, mais on le voit aussi sur un site internet qui s'appelle 50 voix d'abus rituels, où ce sont des victimes qui témoignent de ce qui leur est arrivé, et dans le terme de abus rituel, il y a le terme de rituel. Donc là, c'était un rituel inspiré visiblement d'un mystérieux truc gréco-romain, comme si dans l'Antiquité la pédophilie était généralisée, dans la Grèce antique, etc. Bon, c'est un peu du folklore. En revanche, lorsqu'on parle de pédosatanisme, là il y a des rituels très précis avec des figures de statues qui apparaissent comme le Baphomet, et le sang joue un très grand rôle. On fait boire du sang, aussi malheureusement des excréments, et c'est un truc qu'on retrouve aussi du côté malheureusement du Maghreb, avec toutes les affaires de djinns et les affaires de sorcellerie autour de cela. Donc un mélange de, on va dire, de magie sexuelle et de comment on pourrait dire, de volonté d'être en brisant toute morale, tout tabou, toute valeur, en violant des enfants, y compris en les mettant parfois à mort, on devient soi-même une sorte de surhomme. En fait, c'est cela qu'ils recherchent au travers de ça. C'est l'explication, on va dire, philosophique de il y a la perversité évidemment qui est là, il y a la déviance absolue, mais il y a aussi, ça se part d'une volonté de pensée philosophique ou de et donc là effectivement, quand vous devez expliquer ça à des gendarmes ou à des magistrats, ils vous prennent moyennement au sérieux. Mais les choses, là encore, sont en train de changer, et on commence à entendre des voix comme celle de Anneke Lucas, qui est une Flamande qui était également dans le réseau, en tant que victime dans le réseau de Dutroux. On commence, ou Chantal Frey, qui est allemande, suisse-allemande, et qui a elle aussi été dans des réseaux comme ça de pédosatanistes. On commence à en entendre parler. Mais c'est pas la majorité des affaires pédophiles. Aujourd'hui, la majorité des affaires pédophiles passent par Internet. C'est la cyberpédocriminalité, où on peut commander le viol d'un enfant, moyennant finance, ou et ainsi de suite. C'est le dark web, en fait. C'est là où il y a le plus grand des réseaux. Absolument. Alors, dans cette affaire, on parlait de ces cérémonies. Est-ce que vous pensez, Victor Lefebvre, que Inès Chatin, si elle a autant attendu avant de parler et de raconter ce dont elle avait été victime, est-ce que vous pensez que c'est aussi parce qu'elle avait peur de passer pour une cinglée Oui, la peur de ne pas être crue. Et ce qui ressort aussi au travers de l'enquête de Libération, c'est qu'elle a été dans une forme aussi de déni pendant de nombreuses années. Et elle a eu une forme de dissociation un peu mentale, voilà, de reconnaître que ces faits se sont produits sur elle-même. Et donc il y avait aussi cette part psychologique, évidemment, on peut comprendre, qui a joué dans le temps qu'elle a mis avant de témoigner publiquement de ces sévices. Karl Zéro, est-ce que c'est fréquent que les victimes ainsi abusées très jeunes
tarde à parler, à évidemment en plus déposer plainte, ce qui demande encore un effort supplémentaire, revenir sur sa mémoire. Et mener l'enquête. Parce Et qu'elle a dû mener mener l'enquête. C'est fréquent ça, que finalement il y ait... C'est lié au syndrome, Stéphane, c'est lié au syndrome qu'on appelle l'amnésie traumatique. C'est-à-dire quand on a été fracassé enfant par la violence de ce qu'on a pu endurer, on a tendance à avoir un voile qui tombe et à oublier. Et ça revient généralement vers 40, 50 ans. Mais il y a des cas où ça revient plus tôt. Il y a des cas où ça revient dès 20 ans alors que ça s'est arrêté à 18. Et il y a eu un moment où ça a été oublié, puis ça revient. C'est maintenant quelque chose qui est plus ou moins reconnu devant les tribunaux, l'amnésie traumatique. Il faudrait que ça le soit obligatoirement, puisqu'il n'y a aucune raison d'aller inventer des années plus tard, quel est l'intérêt pour la personne. Faut pas oublier, je dis souvent qu'un enfant qui a été violé, il prend perpète, en vrai. Alors que les agresseurs, ils vont prendre du sursis, comme le magistrat dont je parlais, voire rien du tout. Ils ne sont jamais réellement punis, quoi. C'est là où le bas blesse. Est-ce que l'affaire de la rue du Bac évoque d'autres affaires qui sont arrivées dans d'autres pays récemment ? Pas récemment, elle évoque, je vais revenir à l'affaire Dutroux, elle évoque tout à fait l'affaire Dutroux. Finalement, c'est exactement la même chose. Alors eux, ce petit groupe de la rue du Bac avait une particularité, c'est que visiblement, c'était par le biais de l'adoption qu'ils se procuraient de la chair fraîche, comme on dit. Ce qui n'était pas le cas dans une affaire comme Dutroux. Mais le but était le même. Le but était de fournir à des gens importants et qui avaient des déviances très graves, de la chair fraîche. Dans un cas, on va chercher un rabatteur, quelqu'un qui trouve ces enfants, qui les enlève, qui les garde au chaud dans sa cage de Marcinelle dans le cadre du trou, jusqu'à les livrer. Dans le cas de la rue du Bac, c'est visiblement les enfants adoptés déjà de ce docteur Lemaire, mais peut-être va-t-on découvrir, en allant plus avant dans l'enquête, qu'il y avait d'autres enfants adoptés et que dans ce groupe, il était de bon ton d'adopter des enfants. Pour cela, je note aussi que dans la partie numéro 6 de cette enquête, qui est un peu fleuve, parlant de M. Humbert, le fondateur du Point, on nous dit que lui avait recours à une filière d'enfants bulgares. Donc là aussi, il y a une enquête à faire. Alors peut-être on y reviendra dans l'envers des affaires. On voudrait bien savoir c'était quoi ces enfants bulgares si faciles à se procurer pour des cérémonies rue du Bac. Merci beaucoup Karl Zéro d'avoir été avec nous. Je rappelle que le numéro 12 de l'envers des affaires est en kiosque tout l'été et que vous revenez en particulier sur évidemment cette interview de Marc Dutroux, mais également sur l'affaire Puff Daddy. Vous nous en dites un mot très très brièvement, Karl ? Ouais, donc un dieu vivant du rap qui se révèle être une espèce d'Epstein, 270 caméras dans ces différentes villas, le tout Hollywood qui défile, à qui on livre des mineurs et qui font ce pourquoi ils sont venus et qui après sont tenus, si j'ose dire, par les couilles, par Puff Daddy et les gens au-dessus de Puff Daddy. Piégés par la vidéo. Merci encore. Merci à vous, Victor Lefebvre. Merci à nos auditeurs. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 10h pour la dernière de l'heure libre. Tout de suite, On parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. On va essayer de se remonter le moral et de prendre la route le jour des départs en vacances. À tout de suite sur Sud Radio. Merci à tous.